Un peu compliqué et beau, comme le sacrifice de ces hommes. Ils se sont battus pour des collines, pour défendre une cuvette, et à la fin, ils se battaient, on se demande pourquoi. Mais c'est un film d'actualité aussi, parce que je retrouve la même chose chez les soldats américains, anglais et français en Afghanistan, où ils finissent par se battre pour le copain de gauche et le copain de droite. C'est-à-dire que quand ils ne comprennent plus et quand la raison s'efface, on se bat pour se battre, pour l'honneur de se battre. Et ça existe encore aujourd'hui. Ce film est assez d'actualité quand même. Et moi qui suis reporter de guerre, j'aimais bien faire les films avec Schendorfer parce qu'on était dans une réalité historique à chaque fois. Et en fait, les metteurs en scène et tous les films qu'on voit en ce moment sont un rappel de l'histoire à chaque fois. Et que ce soit les metteurs en scène, les scénaristes ou les comédiens, en fait, il nous faut que la suite de ce qu'on raconte nous. Schendorfer était caméraman pour le service cinéma des armées. C'était un civil avec un contrat militaire. Il remplaçait un caméraman tué. Il n'était pas militaire, il a eu un contrat. C'est une expérience très très forte pour lui. Il n'a que 24 ans à l'époque. Et ça l'a marqué toute sa vie, puisqu'après, il n'a fait que raconter l'histoire des hommes et l'histoire des choix et des sacrifices. Il a choisi les militaires parce qu'il les a connus à Dien Bien Phu, parce qu'il les a admirés, parce qu'il était avec eux, il a souffert avec eux, il a été fait prisonnier avec eux, il a partagé un peu de riz avec eux. Sur son épée d'académicien, il a fait graver des grains de riz. Pour lui, c'est la survie, et les grains de riz qu'il ramassait par terre pour survivre dans les camps. Il ne faut pas oublier que les Viet Minh et les Nord-Vietnamiens ont tué plus de prisonniers pendant la longue marche des soldats français. Évidemment, le nombre est moins grand, mais le ratio de morts est plus important qu'à Auschwitz. Il y a eu plus de 70% de gens tués qu'on a laissés mourir de maladies, de blessures ou exécutés sommairement. Et Pierre ne leur a pas pardonné ça. Quand Giap a voulu venir sur le tournage, il a refusé. Et il a proposé de terminer le film et de rentrer à Paris. Donc Giap n'est pas venu sur le film. Pierre avait de l'admiration pour les combattants vietnamiens, car c'était des soldats qui souffraient comme eux, mais il n'a pas pardonné la décision politique de tuer à petit feu les prisonniers français. Et quand il dit français, il parle aussi des Algériens et des Africains subsahariens qui étaient avec nous et des Sud-Vietnamiens qui se battaient avec nous. On ne faisait pas la différence. Donc aujourd'hui, moi, je continue les reportages et je viens voir les films. Et je te remercie de m'avoir invité ici comme membre du jury. Parce que ce rassemblement de films de guerre sont pour moi la suite de ce qu'on fait nous. C'est-à-dire on est appuyé dans nos récits par la fiction, par le talent des acteurs, par le talent des scénaristes, qui, je suppose et j'espère, s'appuient sur nos récits de journalistes ou les récits des gens qui reviennent de ces conflits. Car les conflits continuent de plus en plus, on continue à partir. Nous, on a la sécurité de l'emploi, nous, les reporters de guerre. On est les seuls qui espérons un jour être au chômage. Mais ce n'est pas près d'arriver. Donc voilà, je suis content d'être ici parce que je vois tous ces films et je vois que mon credo en tant que journaliste, c'est de ne plus jamais entendre « on ne savait pas ». Quelques Allemands l'ont dit à la fin de la guerre, c'était plus ou moins crédible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Avec Internet, la télévision, les radios, les photographes, les journalistes écrits, les citoyens photographes, les citoyens journalistes, comme les Syriens qui filment, on peut dire « j'avais pas envie de savoir ». Mais à ce moment-là, on est responsable de ce qu'on ne sait pas. Et donc nous, on fait ce métier parce qu'on essaye d'alerter les gens sur la souffrance des autres et aussi pour vous prévenir, en tout cas c'est ce que je pense moi, la paix n'est pas un acquis. La paix, c'est un travail collectif. C'est le respect de l'autre. En ce moment, je trouve que c'est très moyen. Je trouve que nos chefs sont très moyens. Je trouve que
On est dans une période pauvre, et donc en plus dans une crise économique. Et donc tout est en place pour que le danger soit maximum. Donc pour éviter la guerre, il faut bien la connaître. Et ça, c'est notre rôle. C'est de raconter toutes les guerres qu'il y a autour de nous pour qu'on puisse ou les arrêter là-bas, faire quelque chose si possible, et surtout qu'elles n'arrivent pas ici. Ne plus jamais entendre, on ne savait pas. Et ça, c'est le rôle de tous ces films. Ça peut être des films amusants, parce qu'à la guerre aussi, on peut rire par moments. Ça peut être des films où des grandes choses sont dites. C'est juste des hommes qui se battent pour des raisons, hein, des deux côtés. Quand j'étais au Vietnam, souvent, pendant la guerre, mais la guerre américaine, j'avais 18 ans, en 68, je pensais aux photographes nord-vietnamiens qui faisaient le même travail que moi, sous le napalm en face. Je les ai rencontrés il y a 1 an, parce que j'étais invité par les Vietnamiens et l'ambassade de France à Hanoï. J'ai demandé à rencontrer mes confrères d'en face. Et le lendemain, 3 petits vieux sont venus me voir. Et ils avaient fait le même travail que moi, mais de l'autre côté. Ils ont eu 475 photographes tués pendant la guerre, pendant les 2 guerres, la guerre française et la guerre américaine. Mais ils m'ont montré leurs photos. Et en fait, on les avait jamais vus. Là, pour le coup, je ne savais pas. Et leurs photos étaient extraordinaires. Beaucoup de photos de propagande, mais des photos qui racontaient quelque chose. Et en fait, on n'avait jamais vu la photo des Nord-Vietnamiens, pour la simple raison, c'est que eux, ils exposaient et publiaient leurs photos à Prague, à Berlin-Est et à Moscou à l'époque. Et à l'époque, il y avait le mur. Et quand le mur est tombé, on ne s'intéressait plus à la guerre du Vietnam. Donc c'est pour ça que j'ai sorti ce livre qui s'appelle Ceux du Nord, où j'en ai profité pour éditer un livre avec les arènes sur les photos de nos camarades d'en face. Ces petits salopards, comme aurait dit Pierre Schendorfer. Ceux qui se battent si bien. Voilà, si vous avez des questions. La première est toujours la plus difficile et la plus idiote. Une question complètement idiote. Pourquoi le rôle qui t'a été dévolu en tant qu'acteur dans ce film n'est pas le rôle du photographe? Sans doute parce que ça aurait été trop facile et Pierre aimait bien m'emmerder. Et le lieutenant Duroc était un ancien pilote de chasse de Normandie-Niemen. Il a existé, il est mort comme ça. Hein, son avion il aurait pu sauter plus tôt, mais comme il n'a pas voulu tomber sur ses camarades, il a continué avec son avion. Ça lui a coûté la vie. Et Duroc, c'est pour ça qu'il avait la décoration russe la plus élevée, enfin communiste la plus élevée, l'ordre de Lénine. Elle se porte au-dessus du cœur, légèrement décalée. Et en fait, on n'en a pas trouvé. La décoratrice avait trouvé une décoration en plastique. Pierre est devenu fou quand il a vu ça, parce qu'il avait le sens du détail. Et il a dit, bon, on ne va pas tourner cette scène. Et en fait, les Vietnamiens en avaient. Il y en a 3 au Vietnam. Donc ils sont allés chercher un général à la retraite. Ils lui ont demandé de nous prêter l'ordre de Lénine. Donc j'ai été décoré plusieurs fois de l'ordre de Lénine, je tiens à vous le dire, parce qu'il venait sur le plateau avec 2 gardes du corps et une petite boîte en bois, parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle reste sur le plateau. Et ils attendaient que je tourne pour me décorer. Et ils se reculaient, ils me saluaient, parce qu'ils étaient obligés de saluer la décoration. Je tournais, on coupait, ils me l'enlevaient, on retournait, ils me la remettaient, ils me resaluaient. Donc je pense que j'ai été décoré de l'ordre de Lénine à peu près 150 fois, et je suis le seul au monde. Donc la réalité... Alors il y a eu des choses extraordinaires pendant le tournage. Il y a un monsieur qui est arrivé en boitant sur le film, un monsieur du même âge que Pierre, et qui lui a dit « Ce film se fait un peu grâce à moi, je suis au ministère de la Culture. J'étais caméraman à Dien Bien Phu, en face. Et en filmant la reddition des Français, j'ai trouvé une caméra par terre, ouverte et abîmée. Et je me suis rendu compte que j'avais un confrère en face. Je vous ai cherché, monsieur Schendorfer. Je ne savais pas que c'était vous à l'époque. En vous cherchant, j'ai sauté sur une mine. Et donc j'ai perdu une jambe. C'est pour ça que je boite. Alors Pierre lui a dit « Ah, vous avez donc un pied-à-terre à Dien Bien Phu. »
Le traducteur a choisi de ne pas traduire cette blague. Et Pierre lui a proposé de s'asseoir dans son fauteuil de metteur en scène. Il s'est assis, où il y avait marqué Schneiderfer derrière, et d'observer le tournage. J'avais fait une photo de 3/4 arrière avec le Vietnamien qui regarde, et le titre dans Match, c'était le Cheun d'en face. Ils avaient tous les deux 24 ans, ils étaient tous les deux caméramans. Et à la fin du tournage, il lui a rendu sa caméra. Donc il s'est passé des choses pendant ce film. Les Nord-Vietnamiens étaient très très surpris à Hanoï de voir défiler des légionnaires en tenue, de voir passer des Dakota et de voir des drapeaux français dans les rues. Normalement, c'est 10 ans de prison pour un drapeau grand comme ça, parce que tout le monde n'était pas prévenu du tournage. Donc c'était assez extraordinaire de faire ce tournage en 92, à l'époque où c'était quand même pas du tout ouvert au Nord-Vietnam. On a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges avec la population. Et moi-même, j'ai eu un petit souci, c'est qu'à un moment donné, quand on a fait les plans, parce que j'étais à la fois photographe de plateau et comédien, quand on a fait les plans en Dakota, comme je photographiais à la porte et que les gens sortent très vite, on vous donne un parachute, au cas où. Parce qu'on peut être poussé. Et ensuite, l'avion était vide, et il a commencé son long virage, et j'ai pas résisté. Donc je suis passé par la porte. C'est magnifique, hein, le paysage, la brume, avec le pépin ouvert, c'est un grand moment qui s'est sérieusement gâté parce qu'en fait j'étais en uniforme de l'armée française de l'époque, parce qu'il y avait une caméra dans l'autre avion qui risquait de me voir. Et comme j'ai un peu attendu avant de sauter, un avion ça vole à 300 km/h à peu près, donc un quart d'heure d'hésitation. En fait je n'étais plus du tout au-dessus des lieux de tournage. Et je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui commençaient à courir sur les pistes vers mon point de chute et qui étaient armés et qui me pointaient du doigt comme ça et que j'étais en tenue camouflée avec une arme. Ça a été très compliqué. Le mot film, ça me déclenchait des paires de claques. Un Vietnamien qui parlait français m'a demandé pourquoi on était revenu en regardant mon drapeau français sur l'épaule. J'ai mis 3 jours en fait à revenir sur le tournage. Donc j'ai aussi été prisonnier au nord de Dien Bien Phu. C'est un tournage où il s'est passé beaucoup de choses. Ça a duré 6 mois. Les soldats français qui étaient avec nous, qui étaient des vrais soldats français, l'armée française nous a prêté 80 volontaires, étaient tous volontaires parce qu'ils avaient une raison de vivre ça. Ou leur père avait fait la guerre d'Indochine, ou avait été tué là-bas aussi, où il y avait beaucoup de Vietnamiens français, de carterons, de métis, qui ont retrouvé leur famille, ou qui ont revécu ce qu'a vécu leur père. Alors quand on m'a demandé quel effet ça faisait de faire des photos de guerre dans un film, et pas des vraies photos de guerre comme je fais d'habitude, pour moi, il y a 2 choses qui ont changé. Un, d'abord, on arrive à faire les photos et à les réussir, puisqu'on peut répéter la scène plusieurs fois. Dans une vraie guerre, quand on rate une photo, on ne peut pas dire au type « est-ce que vous pouvez recommencer ?» Et pour une fois, j'étais payé. Parce que dans la presse, c'est difficile. Mais en tout cas, ça a été une aventure extraordinaire. J'ai eu un autre souci, c'est quand j'ai embrassé Donald Pleasence sur la bouche pour faire le baiser à la russe, il n'était pas prévenu. Donc il a été un petit peu surpris. Mais en tant qu'anglais et bon comédien, il ne l'a pas montré. Seulement 1 mois après, il a quitté le plateau parce qu'il avait fini son rôle. Moi, je restais. Il m'a demandé de l'accompagner à l'aéroport. Et on était toujours entouré de traducteurs, un peu commissaires politiques, un peu le visage fermé, des gens qui ne se marraient pas beaucoup, en fait, qui se méfiaient de nous. On est arrivé à l'aéroport. Là, il y a les douanes, il y a la police de l'air et les frontières nord-vietnamiennes, les commissaires politiques. Et il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Au revoir, Patrick », et il m'a roulé une pelle. Et il m'a dit « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Et il a pris l'avion. Seulement moi, je me suis retrouvé tout seul dans le minibus avec les officiels vietnamiens qui me regardaient complètement dégoûtés. Je ne peux pas vous raconter toutes les histoires parce que
Voilà, on sert le petit déjeuner. Mais ça a été un tournage extraordinaire, comme tous les tournages de Pierre, et je regrette qu'il soit parti parce que sur les reportages, je me demande toujours ce qu'il aurait fait quand je suis en difficulté. Il avait placé la barre très haut. Et c'est ce qu'on essaye de faire, que ce soit dans les reportages, dans les livres ou dans les films. On ne peut pas raconter des histoires aussi dramatiques en étant minable. Il faut porter les choses. Sans ça, elles n'ont pas de valeur. Et en ce moment, on est entouré d'histoires très dangereuses qui se rapprochent. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant ici, il faut être vigilant partout. Évitons l'amalgame, évitons le racisme. Parce qu'on est vraiment en danger de ça. Ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, c'est une toute petite partie des gens concernés. C'est comme une secte, en fait. Donc il va falloir se battre contre ça, mais surtout se battre contre l'amalgame. Moi, je le ressens ici, à Paris, en tout cas, que les gens commencent à un peu tout mélanger. Enfin, on parle d'autre chose, là. Ça, c'est une autre chose de demain à 15h15. La table ronde. Ah, la table ronde. Merci. Merci, Patrick.